Bonsoir Essar. Bonsoir Tom. Alors Essar, nous sommes arrivés au CITREP numéro 38, nous sommes le 20 avril 2018, après plusieurs émissions spéciales, dont une en particulier le jour de la frappe militaire occidentale contre la Syrie. Alors on va y revenir, mais on va reprendre le rythme, je dirais, presque normal de nos Mm. CITREP, pour informer les gens qui nous suivent de ce qui continue de se passer sur le territoire syrien et un peu autour. Alors, on va commencer, comme vous le souhaitiez, par évoquer ce qui se passe dans les territoires occupés, en particulier aussi à Gaza, puisque les Palestiniens continuent de manifester pour leur droit au retour. Malheureusement, en face, on a des snipers israéliens qui tirent d'une manière absolument abjecte, avec une volonté claire et nette de tuer tous les gens qui sont pris pour cible par leur pratique criminelle. Tout à fait. Alors, bon, d'abord, effectivement, je voudrais saluer nos amis palestiniens dans leur lutte qui continue, donc toutes les semaines, tous les vendredis, qui sont dans une vague de protestation contre le fait de la volonté de transférer la capitale de l'État d'occupation à Jérusalem. Donc en fait, là, ils font depuis que Trump a parlé de cette décision, et qui a été d'ailleurs, je le rappelle, a été rejetée à l'ONU par 128 pays, à l'écrasante majorité des pays de l'ONU, des Nations Unies. Manifestement, il y avait une volonté donc chez les Américains qui persistent et signent pour le transfert de la capitale de l'État d'occupation à Jérusalem. Le peuple palestinien résiste et donc depuis ce moment-là et jusqu'au 30 mai, pardon, c'est aussi, ça sera des manifestations de protestation et de retour tous les vendredis qui vont donc dans les territoires occupés pour reprendre, se réapproprier leurs terres, se réapproprier leur maison aussi, et donc par des manifestations et par des protestations. Sur lesquels d'ailleurs l'armée de l'occupant israélien n'hésite pas à tirer, bien entendu, grenades, lacrymogènes, etc. Mais il n'hésite pas non plus à tirer avec les armes vives, et avec des vraies balles. À balles réelles, oui. Voilà, des vraies balles. Aujourd'hui, il y a à chaque fois des dizaines de morts et des centaines, voire des milliers de blessés. La dernière fois, c'était 1800 blessés quand même. Oui. C'est important de dire, d'en parler, et c'est important de soutenir le peuple palestinien dans sa lutte, dans sa juste lutte pour récupérer ses terres, ses droits, ses maisons. Je tiens à dire qu'aussi dans le Hor de la Palestine, il y a des villages qui ont été détruits 100 fois, 120 fois, 150 fois, des villages entiers qui sont détruits, et les gens reconstruisent avec les moyens de bord pour pour rester chez eux, pour rester sur leur terre et pour la terre de leurs ancêtres, et pour résister à cette occupation, comment dire, à cette occupation horrible qui veut les détruire et les virer de leur pays. Comme d'ailleurs, je peux rappeler, comme les Américains ont fait avec les Indiens d'Amérique, ils les ont virés, tués et pris leurs terres. Donc c'est exactement le même type de crime, et de crimes contre l'humanité, qui d'ailleurs sont restés impunis par rapport aux Américains et qui sont toujours impunis par rapport aux Israéliens, malheureusement, voire couverts même par l'ONU.
Donc ça, c'est un point important. Je voudrais affirmer ici toute notre solidarité, toute notre force et toute notre amitié avec le peuple palestinien qui lutte. Et moi, en tant que dans ce CITREP, je peux dire, je porte la parole du peuple syrien aussi, qui est de tout cœur toujours et qui l'a toujours été avec le peuple palestinien. Alors, il y a aussi une libération qui, elle, heureusement, vient de donner, je dirais, un point de fin, un point terminal. C'est l'évacuation des derniers terroristes de la Ghouta orientale, en particulier de l'enclave ou de la poche de Douma, qui était la dernière poche subsistante par rapport à la libération de l'ensemble de la Ghouta orientale par les forces armées de la Syrie, hein, et ses alliés russes. Alors, la Ghouta orientale a été libérée par l'armée arabe syrienne, puisque je rappelle aussi a été découpée en 3 parties qui correspondent aux 3 organisations qui occupaient. La dernière grosse partie, c'était Douma, et Douma a été encerclée, et puis finalement, les terroristes en sont sortis. Ils ont dû rendre toutes leurs armes, les grosses, les moyennes, et garder une arme légère, et ils étaient raccompagnés ensemble à Jarabous, dans le nord de la Syrie, donc complètement désarmés, défaits, et puis ils sont partis dans les Carvers vers Jarabous, dans le nord de la Syrie. Les découvertes que l'armée arabe syrienne continue à faire à Douma sont quelque chose d'absolument effarant. Je vous conseille de les chercher, les vidéos sur Internet, en fait, qui sont publiées par la télé syrienne, l'Akhbariyeh, et par la télévision satellite syrienne. Vous y verrez des stocks d'armes absolument effarants qui permettent de faire la guerre pendant encore 10 ans. Des stocks de médicaments, des stocks de vivres aussi. Dans ces endroits, il y avait aussi des tunnels, mais des gros tunnels qui permettent la circulation de camions, qui permettaient de passer d'une ville à l'autre, de Harasta à Douma, des réseaux de tunnels absolument inimaginables. Je veux dire, c'est vraiment l'autoroute sous les bâtiments. Des hôpitaux qui étaient super équipés aussi, toujours dans ces tunnels sous terre. Et surtout des gros tunnels aussi qui passaient sous les immeubles de Douma, de manière à pouvoir les faire exploser aussi quand ils le veulent. Je tiens à dire quand même la grande variété et la grande quantité d'armes chimiques de produits chimiques qui ont été découverts aussi, non seulement à Douma, mais dans chacune des villes de la Ghouta orientale, des produits chimiques qui servent et qui servent à préparer aussi bien les bombes à phosphore, des bombes napalm, et aussi des produits de chlore, du chlore compressé, et puis des produits chimiques autres toxiques. Donc tout ceci avec on a trouvé des usines carrément pour la fabrication de têtes de missiles et pour la fabrication de ces usines, de ces produits chimiques. Donc têtes de missiles brûlantes qu'on pouvait mettre sur les missiles, sur les lanceurs de missiles. Je voudrais dire un point important concernant le 17 avril, la journée du 17 avril, qui est notre journée d'indépendance, qui est une grande journée pour les Syriens. C'est la journée où le dernier soldat français
a quitté la Syrie en 1946 lorsque la Syrie a accédé à l'indépendance alors qu'elle était sous mandat français. Là-dessus, le 17 avril intervient 3 jours après l'agression tripartite Oui. impérialiste des Américains, Français et Britanniques sur la Syrie. Cette agression, le 14 avril 2018, elle a été aussi repoussée, elle a été mise en échec par l'armée arabe syrienne avec des armes qui datent de 1974, avec le SAM 200, qui l'armée arabe syrienne a effectué une très grande victoire. Ce qui fait que le 17 avril, c'était une journée qui était une double fête d'indépendance. La fête de l'indépendance contre les Français en 1946 et la fête de l'indépendance ou la défaite de l'agression tripartite aussi, contre les États-Unis, la France et l'Angleterre réunis donc pour notre peuple. Oui, parce que beaucoup d'analystes n'hésitent pas à qualifier cette agression de pétard mouillé, hein, c'est-à-dire que ça a été beaucoup de bruit pour pas grand-chose, hein. Ça n'a pas grandi en fait le camp occidental, hein, dans cette affaire et c'est quand même un échec, hein, bien que y ait des risques quand même, que les missiles qui ont été utilisés soient équipés de têtes en uranium 238 appauvri, qui produit au moment de l'impact, je dirais, des éléments toxiques, extrêmement toxiques, qui sont susceptibles de provoquer des cancers, hein. Mais en dehors de cet aspect-là, qui peut avoir des conséquences assez sérieuses, à part un bâtiment ou deux de détruit, hein, et encore, hein, quand on sait de quoi il s'agit, c'est un échec complet, c'est une farce. Et ça grandit pas du tout les pays occidentaux de ce point de vue, hein. En fait, il y a plusieurs choses. C'est une agression d'abord, et donc une violation du territoire syrien, qui est un pays indépendant, souverain, etc. C'est une violation. Deuxièmement, c'est un échec militaire pour ces gens-là qui prétendaient utiliser des armes très intelligentes et du dernier cri, qui ont été effectivement complètement vaincus, mis en échec, et mis en échec. Donc, en fait, ça ne leur fait pas non plus une bonne publicité. Non, c'est clair. S'ils voulaient tester leurs armes sur notre terre et pour mieux les vendre, eh ben, ça leur fait pas une bonne publicité. Ouais, bien au contraire, toute la mauvaise publicité est la leur. Et puis, dernier point, en plus, donc, c'est une agression ouverte, sans aucune cause, basée sur des mensonges, le mensonge à la limite de l'utilisation des armes chimiques. Ils se sont dépêchés de faire leur agression avant que la commission d'investigation arrive sur place, alors que c'est la Syrie qui a demandé la commission d'investigation. Et eux, ils ont toujours refusé. Ce sont la Syrie et la Russie qui avaient demandé. Et la Syrie, par la voix de notre ambassadeur, Bachar Jarfari, a bien dit nous ferons tout pour faciliter les travaux de cette commission, mais venez quand même, venez toujours. Donc voilà, et puis jusqu'à présent d'ailleurs les Américains tergiversent là-dessus. Tout est fait visiblement. Tout est fait visiblement pour que cette équipe d'inspecteurs, d'enquêteurs de l'OIAC soit entravée dans son travail, ne serait-ce que déjà par l'instrumentalisation par les Occidentaux des jusqu'au boutistes terroristes, les quelques terroristes, hein, ils sont très peu nombreux, mais ils se cachent. Et ils n'hésitent pas à tirer sur donc l'équipe de sécurité de l'ONU qui est là pour décider si le secteur est sécure pour l'équipe d'enquêteurs de l'OIAC.
Alors, tout à fait. est-ce que tout ça n'est pas téléphoné encore une fois avec les pays occidentaux qui essaient d'empêcher absolument à toutes les situations de ces enquêteurs de faire leur travail? Voilà. Voilà, je De laisse. toute façon, les terroristes ne dépendent que des pays occidentaux et ils prennent leurs ordres de ces pays. En fait, aujourd'hui, si il y a eu des agressions comme ça contre la commission ou qui menacent la commission, c'est aussi sur des ordres des Américains, des Français et des Britanniques, de manière à empêcher est-ce que la commission d'enquête puisse travailler réellement et puisse se rendre compte que toute cette histoire du chimique était une affabulation totale. D'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes qui aujourd'hui qui ont aussi interviewé la population et qui ont dit que cette soi-disant attaque chimique, prétendue attaque chimique, n'était rien d'autre que des gens qui avaient souffert de l'excès de poussière, en fait, parce que ce jour-là, il y avait beaucoup de poussière aussi, et il y avait pas mal d'activités qui ont provoqué la poussière. Donc il manquait d'air et il y a eu un manque d'air et une sorte d'étouffement à la poussière. Mais de loin, il n'en est pas question. Il n'est pas question ni de chimique, ni de produits chimiques, ni d'intoxication au gaz. Oui. Des journalistes Voilà. anglo-saxons en plus, hein, Oui, anglais, oui, américains, tout à fait, ont mis en évidence qu'il s'agissait d'un coup monté, hein, d'une tout à fait, mascarade. tout à fait. Les médecins de l'hôpital dans lequel a été tournée la Hôpital de vidéo Douma. qui a servi de preuve, entre guillemets, pour Macron, le président Macron, d'après le témoignage des médecins, ce sont des gens qui sont arrivés brutalement de l'extérieur, Dans l'hôpital, tout à qui ont mis fait. tout le monde en panique, qui arrosaient les gens avec de l'eau, alors qu'en fait ils étaient juste, ils avaient un Et problème puis, ils respiraient, ils ont fait intrusion dans voilà, l'hôpital et ils ont filmé, ils ont arrosé tout le monde avec de l'eau et ils ont prétendu que c'était une attaque chimique, voilà. en fait. Et Ouais. ce sont ces gens des casques blancs. Et puis les gens de l'hôpital ne les avaient jamais vus de leur vie, apparemment. Donc ils les connaissaient pas. Ils ont fait intrusion forcée, quoi, dans Il y a, il y dans a, l'hôpital. il y a le témoignage de ce petit gosse Hum, et de son père d'ailleurs, qui tout explique à fait. qu'effectivement, on le voit bien, enfin, la bouille du gamin est reconnaissable hein, dans le film comme Hum, après dans les témoignages. Il explique qu'en fait, on lui avait dit d'aller à l'hôpital parce que apparemment, le problème c'est que ils n'avaient pas beaucoup à manger et puis voilà, il a été convié énergiquement à aller à l'hôpital. Et c'est au hum. moment où il est arrivé à l'hôpital qu'il a subi en fait cette espèce de mascarade. Il a pas compris sur le coup ce qui s'était passé. Il expliquait pourquoi et le père a renchéri derrière en disant qu'effectivement lui-même n'avait senti aucune odeur particulière et il a retrouvé son fils en état de santé normal, donc il n'y avait rien eu de Hum, spécial. hum, C'était bien une mascarade hum. et c'est très bien Tout à parce fait. que si l'enquête des inspecteurs de l'OIAC n'arrive pas parce que tout est fait par les Occidentaux d'une manière indirecte pour les en empêcher, les témoignages des entre guillemets victimes d'attaques chimiques, entre guillemets Hum. elles-mêmes d'ailleurs, sont là pour témoigner, pour montrer que c'est une mascarade. Et donc là déjà Oui, c'est un bon point pour démystifier ce false flag. Hein. tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, bon, la Ghouta est aujourd'hui est désormais exempte de tout terrorisme. Douma, l'armée syrienne est rentrée, les institutions syriennes aussi, et l'administration syrienne a repris possession des lieux. Et puis
Le drapeau syrien a été hissé sur Douma depuis 4 jours, bien avant le bombardement là, l'agression américaine. Aujourd'hui, la ville de Douma est une ville aussi. Alors, les découvertes, on y a découvert des quantités de tunnels. Là aussi, je conseille à regarder toutes les vidéos qui montrent les tunnels sous Douma, qui sont pas des tunnels, mais des villes entières sous la terre, qui contiennent des hôpitaux, qui contiennent des usines de fabrication d'armes, qui contiennent des stocks de produits chimiques, qui contiennent donc aussi bien entendu des bureaux, des stocks de vivres, hein, etc., qui permettent de faire la guerre et de vivre pendant encore des années. Chose dont je peux dire par rapport aux vivres, il prenait aussi systématiquement toutes les aides apportées par l'aide internationale ou nationale, oui. Donc aussi bien par le Croissant Rouge syrien que par les institutions internationales. Et ils en privaient la population et c'est eux qui les stockaient, les terroristes, j'entends, ils stockaient tout ça dans les tunnels pour servir seulement aux terroristes. Voilà. Donc, je peux dire aujourd'hui, Douma est complètement exempt de tout terrorisme. C'est une ville libérée. Comme je disais, je vous conseille de voir les vidéos dans lesquelles on navigue en voiture, d'ailleurs, dans tous ces tunnels, super équipés et super renforcés avec des soutènements en ferraille, etc. Et aussi avec de l'air conditionné, avec de l'Internet et des caméras qui sont reliées directement au satellite, des appareils de communication avec fil et sans fil, de l'air conditionné bien entendu, de l'électricité et aussi la partie hôpital qui est super équipée avec des armes, avec des structures très modernes et des appareillages très modernes et importants, et la partie armement qui est aussi pleine alors aussi bien des armes très modernes aussi, toutes sortes. Je crois que c'est bien d'aller voir les vidéos pour détailler les différentes sortes, allant du lance-missile jusqu'aux armes les plus sophistiquées, en passant par les appareils satellites de communication très sophistiqués et très modernes aussi, et qui vont aussi jusqu'à les lunettes de nocturne et tout en fait. Voilà. L'armement sophistiqué qui permet de se battre contre l'adversaire en pleine nuit, y compris à travers les murs. Hein, c'est ce qu'on appelle les visions thermiques, hein, les lunettes thermiques qui permettent de voir à travers les murs. Tout à fait. Donc effectivement, ça représente... tout ça ne peut pas être obtenu juste en étant des combattants... idéologique, je dirais. Oui. Et voilà. Puis ce sont des fabrications européennes, israéliennes, de toutes sortes, américaines, etc. Donc c'est pas du n'importe quoi. C'est le dernier cri des armes, je peux dire. Donc les plus modernes. Je voudrais donc là-dessus, on peut dire la Routa c'est terminé. La Routa Est, c'est elle est bien sous le contrôle de l'État syrien. Et puis l'armée syrienne continue son avancée. Donc là, c'est
il y a les deux poches en fait où se trouve Daesh, c'est Al-Hajar al-Aswad et le camp Yarmouk dans le Oui. sud de la capitale. C'est ce camp où se trouve Daesh et d'autres aussi factions terroristes. Là, effectivement, l'armée a bien bombardé leurs quartiers généraux et tout à l'heure, ils ont annoncé qu'ils se rendaient et ils ont accepté ils se rendent complètement et ils capitulent. Ils donnent toutes leurs armes et munitions à l'armée, ils les laissent à l'armée syrienne et l'armée syrienne donc ils ont ceux qui veulent régulariser leur situation régularisent leur situation, ceux qui veulent partir ils partiront à Jarablus. Jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à une destination, c'est la destination qui est encore à préciser parce que eux, ils veulent aller dans le sud, mais ils iront de toute manière à l'endroit qui sera décidé par l'armée syrienne et Ouais. par l'État syrien et non pas l'endroit qu'ils décident eux-mêmes. Ce sera donc Idlib ou Jarablus. Ce qu'on peut dire, Essar, c'est que cette poche qui se situe dans la banlieue sud de Damas avait la taille de la poche de Douma, quand il ne restait Oui, que la poche de Douma. oui, Avec cette particularité que il y avait d'un côté le front al-Nusra et de l'autre Daesh, dans la même poche. C'est-à-dire qu'ils se partageaient cette poche en deux. et Et ils s'entretuaient aussi. voilà. Et la particularité ensuite, c'est qu'au moment où l'évacuation des terroristes a commencé, je dirais dans les deux poches, Rasta et puis celle qui se situait à Hein? côté directement de Damas, Ouais. il y a une partie des terroristes du Front al-Nosra de cette poche sud de Damas qui a été évacuée en même temps que les terroristes Oui. d'Arasta et compagnie. Hein. Donc, Les terroristes de Nosra sont partis avec les terroristes de Nosra de Harasta, ouais. effectivement, Voilà. à Donc il ce restait plus que moment-là. Daesh. Il Donc, restait il pratiquement restait plus que Daesh. Daesh et d'autres. Il y a d'autres, le Farouk, etc. Il y a 36 factions aussi avec des Oui. noms différents. Mais ceux-là, effectivement, ils se rendent maintenant. Et bon, bah, l'évacuation est décidée, je peux dire. Tout est décidé. Ils se rendent. Ils ont signé. Et par contre, la sortie ne s'est pas faite encore. Par contre, il y a un endroit qui était très, très important et qui était vraiment la plaque tournante logistique, pas seulement logistique, c'est le QG important qui était Admer. Dmer, c'est la Qalamoun Est, et Dmer est complètement libéré aujourd'hui et tous les terroristes en sont partis. C'était le quartier général qui dirigeait, qui donnait les ordres à tous les terroristes de cette région, du sud donc de la Syrie. C'était on peut dire, le quartier général de direction et de Mhm. logistique en fait. Hein. Donc qui distribuait les ordres et puis les moyens. Alors Dmer se trouve aussi sur le chemin en fait de la Jordanie et la Jordanie et l'Irak, donc pas loin d'Al-Tanf. La Cette fameuse poche d'Altenf qui est tenue ouais, mordicus par les forces armées américaines, quitte à tout à fait. exploiter le camp. Il faut faire un petit rappel parce que là c'est quand même un Mm. fort de café que l'ONU ne s'en soit pas préoccupée, mais il y a à peu près entre 50 et 60 000 réfugiés syriens qui sont réfugiés chez eux, puisque c'est la Syrie, et qui Oui, sont exploités d'une manière sans vergogne par les Américains, qui tiennent Al-Tenf et qui interdisent aux troupes syriennes de s'approcher de moins de 55 km, je crois, oui, de leur 50 base. kilomètres. Oui, tout à fait. Et c'est le camp Al-Rakban où la population est particulièrement maltraitée par les Américains. Elle constitue un peu le vivier
de leur enrôlement forcé dans les forces en fait qui sont entraînées par les Américains en Jordanie, dans les camps de Jordanie, pour qu'ils veulent absolument les transformer en terroristes. Et ces gens sont vraiment très maltraités et sont dans une situation catastrophique en fait, parce qu'ils subissent à la fois les pressions, on peut parler aussi des réseaux de prostitution, d'enfants, de femmes, etc. Enfin, oui, tous les vices et surtout de drogue et d'enrôlement forcé dans l'armée de mercenaires des Américains et britanniques et français et israéliens d'ailleurs. Donc là aussi, le fait que Dmer soit libéré est un point stratégique important. On peut penser que bientôt cette base américaine base entre guillemets américaine qui veut en fait rester une base américaine, que les Américains veulent garder comme base, elle va de toute façon bientôt disparaître puisque l'armée syrienne est dans tout son droit de pouvoir attaquer toute présence étrangère sur son territoire. Alors là, il faudra surveiller ça de très près, Essar, parce que les Américains ont lancé des avertissements en disant surtout aucune attaque ne sera tolérée sur leur base. Ils sont arrogants comme c'est pas permis, évidemment, mais ça veut dire qu'ils seraient capables de faire des choses comme cette frappe qui a eu lieu donc le 14 au matin, des frappes de missiles. Ils pourraient décider de faire une opération terrestre et à cause de ça. Mais en tout cas, c'est très courageux de l'armée de la part de l'armée syrienne parce que bon, la volonté de libérer le territoire est quand même très légitime, mais c'est pas sans risque. Mais de toute façon, en fait, les Américains, comme les Britanniques, comme les Français, par leur agression en fait contre la Syrie, n'ont fait que perdre la face devant leur population et perdre la face même militairement devant le monde entier. Donc, bon, ils recommenceront peut-être, mais ils auront exactement même traitement par rapport à de la part de l'armée syrienne. Ça sera peut-être même encore pire puisque là on vient de prendre c'est Spoutnik qui donne l'information. Donc les Russes avaient retenu jusqu'à présent la livraison du système anti-aérien russe S-300 pour ménager la susceptibilité de ses partenaires, comme la diplomatie russe l'appelle, c'est-à-dire les Américains et surtout les Israéliens. Et depuis cette frappe qui a été précédée par une frappe israélienne sur l'aéroport militaire de T4, les Russes se sentent totalement libérés de cette obligation morale, et donc la décision a été prise de fournir les S-300 à la Syrie. Ce qui signifie que jusqu'à présent, les vieux systèmes S-200, S-125 je crois, avaient quand même apparemment réduit en miettes les beaux missiles de Trump, en grande partie en tout cas. Intelligent, s'il vous plaît. Voilà. Et donc là, ça sera encore pire. Mais ça sera vraiment pire, parce que les Israéliens avaient une peur bleue que les Syriens disposent de ce système S-300. Et là, apparemment, c'est pratiquement fait. Je voudrais rappeler quand même que les F-16, qui étaient aussi la gloire de l'armée israélienne, elles ont été aussi pulvérisées par les SAM-2, SAM-200 de l'armée syrienne, de l'armée arabe syrienne. Donc là aussi, les Israéliens ont essuyé une défaite totale et puis ça a été catastrophique en fait pour eux, le fait de perdre la face, aussi bien devant la population interne que vis-à-vis de l'extérieur. En fait, ce mythe
israélien a été complètement cassé et le mythe américain a été aussi complètement cassé par la résistance et par la mise en échec de cette agression tripartite, et pas seulement américain, c'est américain, britannique et français. Et effectivement, ils peuvent continuer, mais ça ne sera que pire pour leur réputation et pour leur vente d'armes. Il faut le dire quand même. Hein. C'est important de voir tout ça. C'est important de voir aussi que partout, le fait qu'il y ait eu toutes ces victoires de l'armée arabe syrienne, ces victoires du peuple syrien, ceci donne beaucoup confiance au peuple du monde, donne beaucoup confiance au peuple arabe qui commence aussi à s'insurger contre leur propre direction et leurs propres États qui veulent absolument composer avec l'occupant israélien, qui veulent composer avec les impérialistes. Bon, donc tout ça, c'est, à mon avis, nous sommes à l'aube d'un nouveau réveil des peuples arabes et des peuples du monde pour la défense de leur souveraineté, de leur indépendance, de leur liberté, à exploiter leurs propres ressources aussi et pour le bien de leur peuple, et donc contre tout hégémonisme et contre cet impérialisme qui veut absolument piller les ressources du monde et appauvrir les peuples. Donc là, c'est vrai, non seulement nous sommes à la veille d'un changement du monde au niveau on va d'un monopole vers une multipolarisation, si on peut dire, un monde plus multipolaire où il y a beaucoup des forces grandes comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, etc., et les pays de BRICS, mais aussi on va vers aussi un nouvel éveil et un nouveau réveil des peuples du monde pour défendre leurs propres droits à disposer non seulement d'eux-mêmes, à disposer de leurs propres ressources aussi. Et tout ceci ne rend pas la vie facile aux impérialistes en déclin que sont les États-Unis, la France, l'Angleterre, hein, et peut-être leurs alliés de l'OTAN, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que on est cette guerre contre la Syrie ou cette guerre en Syrie et la résistance et les victoires du peuple syrien redonnent confiance au monde et redonnent confiance au peuple, et c'est ça qui va provoquer le changement actuel, le changement du monde à venir. Je tiens à dire quand même deux mots à propos des rencontres de Yalta, parce qu'il y a eu un grand congrès à Yalta qui réunit l'ensemble des pays amis de la Russie, si on peut dire, ou de l'Union russe, où on a discuté beaucoup de l'avenir des peuples, et on a discuté aussi de la reconstruction de la Syrie, des solutions. Cette deuxième journée de cette rencontre à Yalta, ça a été une journée ouverte de débat sans rendez-vous nécessairement préalable entre les différentes délégations. Donc, ce qui augmente quand même il y a des pays africains, des pays asiatiques, des pays de la Russie, etc., où on peut discuter donc l'ensemble et où ont été discutées l'ensemble des questions économiques, politiques, surtout économiques d'ailleurs, et d'échanges et d'entraide, et puis surtout de reconstruction, donc des contrats de reconstruction, d'aide aux pays, etc., dans lesquels d'ailleurs aujourd'hui la Russie propose effectivement
qu'il y ait un échange avec la monnaie russe. Donc aussi, ça, indépendamment de la référence dollar, le monde nouveau, je dirais, va aussi vers des références multiples dans les différentes monnaies des pays. Et ça, c'est très, très important. Ça a un poids important dans l'économie de chacun des pays et dans l'économie mondiale, puisque les Russes et les Chinois traitent aussi avec la monnaie locale, avec les pays différents. Ce qui enlève au dollar son universalité qui a été tant voulue et défendue par les Américains. Alors Essar, il nous reste 3 minutes, il faut évoquer quand même un élément fondamental, très intéressant, qui justifie amplement l'aura que Bachar al-Assad a désormais auprès des peuples arabes. C'est cette hallucinante décision de Emmanuel Macron de retirer, en tout cas de lancer la procédure de retrait de la Légion d'honneur à Bachar al-Assad. Je rappelle que cette Légion d'honneur a été donnée par Jacques Chirac. Hein. Alors en fait, cette Légion d'honneur qui a été donnée effectivement à Bachar al-Assad, elle a été rendue par Bachar al-Assad avant que Macron n'entame sa procédure. Elle a été rendue de manière absolument éclatante, disant que de toute façon, il n'a absolument aucun honneur à porter cette distinction d'un pays qui vient d'un pays qui est lui-même même pas souverain et qui est complètement sous la domination d'un autre pays et qui est sous la domination des États-Unis. Donc, notre président a montré du haut de sa grandeur, il a rendu cette distinction en disant que ça n'en est même pas une et que moi, je suis à la tête d'un pays souverain et pas vous. Voilà. Ça a été fait et je le salue. Et je crois que c'est encore une fois, ça le rend encore plus respectable et respecté comme étant un homme de parole, de foi et de loi et de défense de son pays, de notre pays, face à tous les diktats et à toutes les volontés de soumettre le pays et de le mettre à genoux. Donc, malgré les 7 ans et demi de guerre féroce, atroce, à laquelle ils ont préparé pendant des années, ils se sont préparés pendant des années, depuis les tunnels jusqu'aux forces terroristes envoyés de 130 pays différents, etc., recrutés, financés, drogués, et ben la Syrie triomphe, et elle triomphe, je dirais, très joliment, en défendant, certes avec beaucoup de dégâts et beaucoup de sang qui a coulé, mais pour la défense de l'honneur de la Syrie et la défense de l'honneur de la patrie. Et ça, nous en sommes fiers. Et nous sommes fiers de notre président, je peux dire, qui lève haut la tête tout le temps face à tous les impérialistes, tous ceux qui veulent nous soumettre. Donc, on peut le saluer. Bien, Essar, je crois qu'on peut mettre fin au CITREP, au 38e CITREP, en invitant les gens qui nous regardent, aux vidéos spectateurs et spectatrices, de nous retrouver dans le prochain CITREP, le 39e CITREP, dans 2 semaines, à moins évidemment qu'un événement particulièrement important et grave se produise d'ici là. Pour le coup, ce serait une spéciale, comme la toute première qui a eu lieu le 14 avril. Je voudrais signaler quand même un dernier point.
qui est très important. Les réfugiés de Syrie, les réfugiés du Liban rentrent en Syrie. Hier, il y a eu plus de 500 familles qui sont revenues du Liban Sud vers leur ville Beidjen, qui a été libérée donc il y a maintenant 2-3 mois. Donc 500 familles sont parties. Et puis le représentant de l'ONU commençait à dire c'est peut-être pas très très sûr pour eux, il n'y a pas encore les moyens de survie, etc. Et ces déclarations ont été aussi dénoncées non seulement par la Syrie, mais elles ont été dénoncées par le Liban aussi, disant que l'ONU ne joue pas le jeu du retour des réfugiés chez eux. Au contraire, au lieu d'encourager les gens, elle essaye de les bloquer pour les utiliser encore comme une carte de pression. Ce qui veut dire que l'ONU continue à ne pas à être partiale face à la Syrie et continue à défendre les positions américaines, ce qui est vraiment malheureux. Et moi, je voudrais que les peuples du monde entier fassent pression aussi sur l'ONU pour qu'ils finissent par prendre des positions cohérentes avec sa charte d'intégrité des pays et de défense de la souveraineté. Voilà. Il y a eu aussi les habitants de Harasta sont tous retournés chez eux et bientôt les habitants de Douma. Les habitants de Douma, il y a deux parties. Il y a une partie qui est restée et qui est bien protégée maintenant protégée par l'armée et par les forces de sécurité de l'État syrien. Mais il y a l'autre partie des habitants de Douma qui va revenir bientôt après la sécurisation totale de la ville de Douma. Et les travaux de déblayage et puis de reconstruction ont déjà commencé. Très bien. Merci Essar. Bonne soirée. Merci Tom. Merci à vous et très bonne soirée. Et puis, je voudrais dire très bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent et plein de bonnes choses. Et puis, restez bien. Merci Essar. À bientôt. Au revoir. Merci Tom. À bientôt.